Vous écoutez Culture Éducation dirigée par Sophie Rouberti, diffusée en direct sur Radio Courtoisie jeudi 28 avril 2022 de 10h30 à 11h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Je suis ravie de vous retrouver pour la 33e édition de Culture et Éducation. Nous savons bien que l'éducation est faite de répétitions. Bonjour, s'il vous plaît, merci. Combien de fois faut-il le redire aux enfants pour que ces mots qui nous semblent la base de la vie en société soient acquis ? Je ne sais pas, mais certainement beaucoup. Mais la politesse ne se limite certainement pas à ces quelques mots, nous le savons bien. Il s'agit d'un état d'esprit, d'une manière d'être, mêlée à des règles variables selon les époques et les lieux. Pour partager cette question, pour en parler, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Bérengère de Montbois, fondatrice du site Art de vivre à la française et du blog Le Thé des Dames. Bonjour Bérengère de Montbois. Bonjour madame et merci de m'avoir invitée. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir de parler de cette question, d'échanger sur ce sujet de la politesse, de l'état d'esprit, du respect des autres. En 2019, 85% des Français considéraient que le savoir-vivre était la qualité la plus indispensable à transmettre aux jeunes générations. Pourtant, nous avons tous l'impression que la politesse se perd, comme on dit souvent. Est-ce aussi votre sentiment ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai également les chiffres du sondage que vous venez de citer, je prévoyais de les dire. Et il y a d'ailleurs 68% des personnes sondées qui pensent que la société n'y prête pas assez attention. Donc c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de personnes, je pense. Alors, en fait, ces règles de vie en société, ces règles de politesse, elles varient. Certaines apparaissent, certaines disparaissent. Il y a des règles qui peut-être, il y a 100 ans, semblaient une évidence. Maintenant, elles nous sembleraient complètement inopportunes à appliquer. Finalement, la politesse a une histoire aussi. Oui, bien sûr. Alors, pour vous faire un petit historique qui commence sous l'Ancien Régime, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais le terme étiquette a commencé à avoir le sens de cérémonial en application auprès d'une cour à partir de Louis XIV, qui en fait, alors je ne sais pas si c'est une légende ou c'est un fait historique, vous m'excuserez, mais il paraît que Louis XIV avait mis des petites étiquettes sur ses pelouses à Versailles pour que les gens ne marchent pas sur les pelouses. Et c'est de là qu'est partie la signification actuelle du terme étiquette. Étiquette. Voilà. Ah, je ne sais pas. je ne sais pas honnêtement, c'est une simple légende, mais en tout cas, le terme est apparu avec ce sens à cette époque-là. Et donc, sous l'Ancien Régime, les règles de bienséance émanent de la cour. Ensuite, au XIXe siècle, après la Révolution, il y a un retour de la politesse, puisqu'elle a été complètement combattue par les révolutionnaires qui ont essayé d'enlever les termes monsieur, madame, il fallait appeler tout le monde citoyen. Et tutoyer tout le monde aussi. Et c'est ce que j'allais dire. Et Napoléon Bonaparte ne voulait pas suivre ces usages et a rétabli un certain code de politesse. Et c'était donc à l'époque la cour, mais aussi l'aristocratie et la bourgeoisie qui donnaient le ton. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, qui est considéré comme l'âge d'or des bonnes manières, de la politesse, il y a plusieurs centaines d'ouvrages qui sont dédiés aux règles de bienséance. Mon Dieu, comme c'est compliqué. Oui. Oui, surtout que je pense qu'ils ne disaient pas tous exactement la même chose. Mais je pense que c'était plus simple de savoir ce qu'il fallait faire et ne pas faire à l'époque, parce que maintenant on est dans une situation bien différente. Mais on y reviendra peut-être plus tard. Et d'ailleurs, les bonnes manières n'étaient pas pratiquées que par les bourgeois. Ça, c'est une fausse idée. Non, parce que finalement, je pense que même à la campagne, il y avait un certain nombre de règles, même relativement strictes, qui régissaient les rapports entre les personnes, entre les familles, sur la manière de se comporter, et ce qui faisait qu'on était dans une société assez policée.
Et je pense que dans l'idée de polisser, il y a cette idée de polir comme on polit un caillou ou une pierre pour qu'elle perde ses aspérités. Et en fait, c'est un peu ça, perdre ses aspérités quand on cherche à être poli. Oui, c'est ça, c'est polir ses relations avec les autres. Et ensuite, pour continuer l'histoire un petit peu, au XXe siècle, on constate qu'il y a une américanisation des mœurs, qu'il y a aussi une raréfaction des rentiers, ce qui change beaucoup de choses. Il y a une croissance de l'individualisme également, de la mobilité sociale et géographique. Et à la fin du XXe siècle, mais au XXe siècle, l'apparition du téléphone et d'Internet, donc qui change forcément les usages et qui en crée de nouveaux. Oui, donc là, effectivement, on est dans des usages la lettre étant moins fréquente, qui disparaissent, et d'autres usages, d'autres manières de se comporter qui apparaissent avec ces nouveaux moyens de communication. Tout à fait. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, l'État doit de plus en plus se substituer aux règles de bienséance qui émanaient de la bourgeoisie. Parce qu'en fait, on est passé d'une société où si vous ne suiviez pas les codes de la bienséance, par exemple dans le milieu bourgeois ou dans le milieu aristocrate, vous risquiez deux choses. Soit les deux, ou l'une ou l'autre. Soit vous risquiez d'être complètement ridicule, ce qui n'est jamais très agréable, soit vous risquiez d'être exclu du groupe. Aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus, et l'État doit se substituer à ces sanctions en appliquant par exemple des lois pour certaines impolitesses qui relèvent plus des impolitesses, ça va plutôt être de la diffamation. Oui, voilà. Où effectivement il y a des règles qui existent et qui sont enfin oui, effectivement l'État fixe un certain nombre de règles de points à ne pas dépasser finalement dans le comportement social que l'on peut avoir, parce que effectivement on constate que c'est vrai avec les réseaux sociaux, sinon il n'y aurait quasiment pas de limite. Et puisque la limite du ridicule n'existe pas et que l'exclusion du groupe fait quand même assez peu peur, on est effectivement face à la situation, on fait appel à l'État pour qu'il rende justice au cas où on serait diffamé gravement. Ouais. Exactement. Et un autre exemple d'ailleurs, c'est pour les personnes qui habitent en grande ville, et elles peuvent peut-être le voir de temps à autre, les trottinettes qui sont lancées à toute vitesse sur la route, sur les trottoirs. En fait, l'impolitesse peut parfois mener à des choses beaucoup plus graves et beaucoup moins drôles que juste être ridiculisé. Si vous ne cédez pas le passage, c'est une impolitesse en soi. C'est aussi une transgression d'une règle, mais ne pas céder le passage, que ce soit en trottinette ou en voiture, à quelqu'un qui est à pied, ça peut être très dangereux et ça peut avoir des conséquences terribles. Oui, effectivement. Donc on a un peu une translation du domaine de la politesse sur des liens différents, puisqu'en fait ce sont des nouvelles manières de communiquer ou de se déplacer. J'ai un exemple récent. Très récemment, sur un réseau social, quelqu'un avait posté une interprétation musicale et j'avais fait un commentaire. Et un des abonnés de cette personne avait répondu à mon commentaire avec un émoticône en colère. Ah. Et ça ne m'a pas choqué plus que ça. Et en même temps, je me suis dit, cette personne aurait été en face de moi, elle n'aurait certainement pas réagi de la même manière. Je ne la connais pas, cette personne. Que mon commentaire ne lui ait pas plu parce qu'il lui est apparu inapproprié, je veux bien l'entendre. Mais cette réaction, sans utiliser les mots et sans argumenter, était une forme de grossièreté. C'est comme si devant moi, il s'était mis en colère pour quelque chose qui était relativement anodin, qui ne mettait en cause la vie de personne ou la réputation de personne. C'était juste une appréciation. Et je pense qu'en fait, cette situation de l'anonymat, ou même sans anonymat, de disparition de la personne derrière un écran, fait qu'on ne se rend pas toujours compte qu'on s'adresse quand même, non pas à des robots,
mais à des individus, et ça peut être effectivement assez... ça peut blesser d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Je m'en suis remise. Tout va bien alors. Et d'ailleurs, j'ajouterais à cela qu'aujourd'hui, les gens ont quand même tendance à ne penser qu'à eux et à être esclaves de leurs émotions et de leur envie du moment. On est dans une société qui prône beaucoup l'émotionnel, un petit peu au détriment de la raison, et je pense que ça pousse aussi à avoir ce genre de réaction sur les réseaux sociaux et même dans la vraie vie. Oui, je pense que vous avez raison. En fait, finalement, la politesse, on revient à ce qu'on disait au départ, c'est lié à l'attention aux autres. Et je pense que là, c'est un élément important. Et c'est d'ailleurs aussi maîtriser son corps, ses passions, son image, son langage et bien sûr son comportement. Mais il y a aussi cette dimension-là que j'ai oublié de citer tout à l'heure. Oui, je pense que c'est un élément important. C'est qu'en fait, on est dans la maîtrise de soi. Exactement. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on est attentif aux autres, voilà, c'est une question d'éducation, de pouvoir... d'éducation. Bon, on verra, on reviendra sur cette question d'éducation après notre petite chronique de littérature jeunesse, parce qu'on va maintenant retrouver Valérie Daubigny, comme nous le faisons tous les mois, pour qu'elle nous présente un livre pour les enfants. Bonjour Valérie. Bonjour Sophie. Alors, quelle pépite avez-vous déniché pour nos jeunes lecteurs aujourd'hui ? Eh bien, connaissant le thème de votre émission, j'ai essayé de trouver une de nos dernières pépites en lien avec la politesse, avec cette intelligence du cœur qui facilite les relations. Et j'ai immédiatement pensé à un album de Sophie de Mullenheim, illustré par Annick Masson, Le secret de grand cœur aux éditions Fleurus. Elles ont signé toutes les deux le week-end dernier au Festival du Livre à Paris. Elles ont eu un grand succès et j'en suis vraiment ravie parce que c'est un très très bel outil de transmission aussi, dont vous avez également parlé avec votre invité, de transmission parce qu'il s'agit d'une grand-mère, une grand-mère dont on imagine qu'elle a peut-être des racines indiennes, qui remet à un jeune Victor, élève de CP à peu près, la grande coiffe d'Indien de son arrière-arrière-grand-père. Oh. Un objet que l'on se transmet avec des plumes multicolores et un objet assez mystérieux. Il s'agit d'un objet, sans dire de grands mots, peut-être de transition, en tout cas de transmission, de cette attention aux autres matérialisée par des plumes multicolores. Et lorsque Victor va commencer à donner ses plumes, dans la cour de récréation le lendemain, il va le faire un peu à son corps défendant. Il va donc se séparer de quelque chose et la coiffe va se déplumer. Et puis du coup, il retourne voir sa grand-mère et lui dit « Mais je comprends pas, j'ai donné des plumes, maintenant j'ai presque plus rien. » Et elle lui dit « Est-ce que tu les as données avec le cœur ? La coiffe de ton grand-père ne perdait jamais ses plumes. » Et là, il va à nouveau aller vers les autres, aller vers ceux qui en ont besoin, ceux qui lui demandent, ouvrir son cœur. C'est très fin, c'est un petit album philosophique, on peut le dire, par petites touches, mais qui permet, soit si on le lit avec l'enfant, soit s'il peut lire tout seul, CP, CE1, qui permet d'ouvrir cette fenêtre vers l'aspect de la politesse qui est uniquement fondée sur cette attention aux autres, attention à leurs besoins et qui met l'huile dans les rouages dont vous parlez avec votre invité. C'est un très joli album et vraiment je me réjouis qu'il ait un succès tout à fait large. Les illustrations sont colorées, elles sont simples, on est dans la cour de récréation, dans une petite ville. On peut très facilement s'identifier au personnage et puis à cette charmante grand-mère qui est là, qui est le lien entre les générations. Tout à fait le genre d'album que nous cherchons, que nous aimons. Alors, ce que vous dites, c'est que finalement,
dans ce don qui est en fait une dépossession, il peut y avoir de la joie, mais c'est une vraie question parce que ce patrimoine extraordinaire qui est cette coiffe d'Indien, qui ne se refera jamais, qu'on ne retrouvera jamais, accepter d'en donner l'essentiel, ça doit être il y a une vraie séparation, une vraie coupure, mais en même temps un beau cadeau. C'est une prise de risque aussi. Je prends le risque de me priver de quelque chose et je vais juste vous lire une réponse de la grand-mère. Tu sais, Victor, le bonheur est un peu magique. On reçoit souvent 2 fois plus que ce que l'on donne. Ainsi, pour chaque plume que tu donneras, tu en recevras 2 en somme. Et le petit gars retourne dormir et au lieu de faire des rêves de grandeur dans la cour de récréation grâce à sa coiffe, en fait, il va faire des rêves de joie, de lien, d'attention. Voilà, là, et dit comme ça, cela peut sembler très fabriqué. En fait, ça n'est absolument pas le cas. C'est un petit album très simple, très charmant, vraiment que nous recommandons. 1, 2, 3 Loisirs lui a décerné un coup de cœur et il est très, très mérité. Et vous le recommandez pour des enfants de quel âge ? Alors, si l'on peut lire tout seul CP-CE1 en première lecture, et c'est un livre que l'on peut lire très facilement à partir de 4-5 ans, le lire aux enfants. C'est d'ailleurs un assez bon plaisir de lecture aussi pour les adultes. C'est assez dialogué, on peut mettre le ton, prendre la voix de la grand-mère. Voilà, un très bon support. Un bon support donc pour faire découvrir l'intelligence du cœur. Et c'est vrai que dans la conversation que nous avons avec Bérengère apparaît l'idée de règles, mais en même temps cette idée de mettre à l'aise l'autre, de s'adapter aux circonstances, aux situations. Et je pense que c'est ce que vous nous suggérez au travers de ce livre. Oui, ce qui est suggéré là, c'est que la politesse, finalement, ne tient que lorsqu'elle est reliée à la charité. Et on le voit bien à notre époque, dans tout ce qui est transmission des règles, tout ce qui n'était pas forcément attaché à un lien de charité, à une attention particulière, à un plus, eh bien, il traverse très mal, les règles traversent mal les générations, on n'arrive plus à les transmettre parce qu'en fait, ça ne tenait pas. Vous voyez, c'était plus un carcan qu'une clé. Tout ce qui tient dans la politesse, dans cette transmission, ce sont les clés qui ouvrent. Le reste disparaît par manque d'intérêt. Tout ce qui est formel et tout ce qui est construit sur du formalisme. Exactement. Mais c'est vraiment essentiel. C'est très beau ce que dit votre invitée, que je salue. Le fait qu'elle se soit intéressée à tout cela pour plus de liens, plus de compréhension. Je trouve que c'est d'abord très humble qu'elle l'exprime comme ça. Et c'est très beau. Et ça doit nous guider dans notre vie. C'est certain. Merci beaucoup. Valérie, vous nous redonnez les références de cet album, s'il vous plaît ? Oui, Le secret de Grand Cœur, de Sophie de Mullenheim, illustration d'Annick Masson, chez Fleurus. Cet album est paru en février 2022. Il comporte 32 pages, coûte 12,90 € et on le trouve dans toutes les librairies. Vraiment, je le recommande. C'est un très joli cadeau de transmission. Merci beaucoup, Valérie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Chers auditeurs, vous écoutez Culture et Éducation sur Radio Courtoisie et vous retrouvez Sophie Rouberti. Et je reçois aujourd'hui Bérengère de Montbois du site Art de Vivre à la Française et nous parlons bienséance, politesse, étiquette, maintien. Maintien, tiens d'ailleurs. Vous m'avez dit tout à l'heure, tiens, faudrait qu'on parle un peu de maintien. Alors je vous avoue que c'était pas forcément un terme qui faisait partie de mon vocabulaire, mais vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots. Oui, alors c'est une traduction en fait de l'anglais de deportment. J'ai essayé de trouver la traduction la plus juste et ce qui m'a semblé le plus juste, c'est maintien. Donc ça va être tout ce qui est posture, gestuelle, démarche, donc la façon de se mouvoir. Plus concrètement, la façon de tenir un verre par exemple. Un verre à vin,
il convient de le tenir par la tige, parce que si vous le tenez par le corps, vous allez mettre des traces de doigts dessus et vous risquez de réchauffer le vin. Donc c'est ce genre de choses qui ne sont pas ce genre de choses n'est pas à confondre avec les règles de politesse, parce que ce n'est pas être poli que de tenir correctement son verre de vin. Donc voilà, on fait souvent l'amalgame entre les deux, mais il y a bien une différence, bien que les deux soient complètement liés. En fait, le maintien, c'est beaucoup du non-verbal. Exactement. C'est du langage corporel, ça a rapport avec l'apparence physique, ce qu'on voit. Quand vous nous avez dit tout à l'heure qu'à un moment, vous aviez ressenti le besoin de connaître un petit peu plus, d'être un peu plus à l'aise par rapport à un comportement que vous devriez avoir. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver ces informations et comment vous formez-vous? Parce que je sais que vous continuez à vous former. Tout à fait. Alors j'ai commencé en lisant beaucoup d'ouvrages sur le sujet. J'ai trouvé également des ouvrages en anglais qui étaient des livres de Charm School. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. Ça n'existe pas. Je ne crois pas que ça existe. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus et c'est pour ça que j'ai trouvé que des livres en anglais. En France, je n'ai aucune idée de si ça existait ou pas. Mais pour en revenir à ma formation, j'ai été formée et je continue à me former avec Kelly Ann Yates, qui est une Anglaise spécialiste de l'étiquette et du maintien, justement, et qui a d'ailleurs travaillé avec l'un des présidents des États-Unis. Ah, c'est amusant ça. Alors, oui. Oh là là, donc vous apprêtez à faire des choses, à travailler pour des personnes qui ont besoin dans des situations extrêmement particulières, parce que tout le monde n'est pas appelé à être président de quelque pays que ce soit. Donc, ça veut dire que ces présidents en avaient besoin. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on est un personnage public, c'est très important de bien communiquer de façon non verbale, en plus de communiquer avec le langage, bien entendu, parce qu'on dit des choses à travers sa posture, on dit des choses à travers ses gestes, on dit des choses à travers ses vêtements également, et c'est important de maîtriser cela pour envoyer le bon message. Alors, à propos d'envoyer le bon message, je viens de recevoir le message d'un auditeur qui nous dit « La politesse est une marque de civilisation, elle en est un indicateur. » Et ça, je pense que c'est très vrai, elle lui est liée. « Lorsque les mœurs sont polissées, la société est vivable et les relations entre citoyens plus régulées. » Ça, je pense que vous ne pourrez pas me dire le contraire. Effectivement, absolument. le fait de polisser, comme je le disais tout à l'heure, c'est polisser, ça rappelle le mot polir, où en fait on rend les angles moins abrupts et où les relations sont plus aimables entre les personnes. Si la civilisation s'efface, comme actuellement, au lieu de répondre aimablement ou être courtois, vous recevez un coup de marteau. Alors, aimable discussion féminine, ajoute cet auditeur. Oui, face à cette question de recevoir un coup de marteau, parfois c'est vrai et parfois non. J'ai un exemple récent. J'étais dans une salle d'attente d'un médecin et à côté de moi, une dame avait son téléphone, elle avait branché ses écouteurs et pourtant, la musique était à fond. Et moi, j'étais dérangée dans ce que je faisais en attendant. Et donc, je lui demandais tout simplement si elle pouvait baisser le son en me disant, si ça se trouve, elle va m'envoyer paître. Et pas du tout, elle était elle-même très gênée en disant, écoutez, je suis désolée, j'avais mis mes écouteurs, je croyais que je ne m'entendais plus. Et son fils qui était à côté me dit, maman, mais si, ça s'entendait. Alors, vous imaginez l'ado. Donc, elle a baissé, comme quoi, en fait, craindre, il ne faut pas toujours craindre d'avoir en face des personnes extrêmement désagréables. Mais parfois, dans le métro ou le RER, on peut se trouver effectivement face à des personnes qui vont nous envoyer une réponse désagréable. Mais je dois remarquer que assez souvent, finalement, la réponse est plutôt positive. Oui, je pense que la plupart des gens n'ont pas conscience de leur impolitesse et ne le font pas de façon préméditée et pas pour embêter les autres. Donc effectivement, quand on leur dit, en général, ils présentent leurs excuses et ils modifient leur comportement, ce qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde, mais
j'espère quand même, et je pense que la plupart des gens, effectivement, n'en ont pas conscience et que ce n'est pas méchant du tout. Il reste encore un fond. Alors, c'est vrai que parfois, on participe de manière extrêmement active à la conversation que nos voisins de métro ont au téléphone. Et je me retiens, mais je ne sais pas si je me retiendrai longtemps. Et parfois, j'ai envie de répondre pour celui qui est en face, histoire de faire comprendre que quand même, on peut réserver l'intime à l'intime et ne pas faire profiter tout le wagon de ces dernières 24 heures. Alors, je termine le message de cet auditeur qui dit « Face à l'indifférenciation entre les deux sexes biologiques, la courtoisie masculine et la galanterie doivent-elles disparaître ? Qu'en pensent les dames ? Exemple, passer avant une dame, ne pas lui tenir la porte, etc. » Alors, je pense qu'il y a 2 clans. Le premier, celui des féministes, ou en tout cas des femmes qui ne supportent pas la galanterie et qui voient ça comme le signe de la supériorité ou l'écrasement de l'homme sur la femme, et qui voient ça comme quelque chose d'humiliant, d'insultant. Mais malheureusement, je pense qu'elles n'ont pas du tout compris ce dont il s'agit. Et donc, il y a la seconde partie des femmes qui sont très contentes d'être traitées avec galanterie, parce que ça fait toujours plaisir quand quelqu'un nous rend service, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Mais quand un homme ouvre la porte à une femme et la laisse passer devant, ce n'est pas parce qu'il considère qu'elle n'est pas capable d'ouvrir une porte. On tombe un petit peu dans l'absurde parfois en ce moment sur certaines choses. Et d'ailleurs, j'ai écouté l'émission concernant les différences hommes-femmes au niveau biologique, scientifique, avec votre invité, je n'ai pas retenu Le son nom, professeur René Cochard. Exactement. Et on voit bien que une réalité existe, que la science dit la différenciation homme-femme existe vraiment. Ouais. Qu'un homme est un homme, une femme est une femme. Aujourd'hui, on doit le rappeler, ce qui paraît absolument lunaire. Mais c'est aussi en partant de ces différences-là que la politesse a créé des usages, notamment par rapport à la galanterie. Mais je pense qu'en fait, la question est plus générale. C'est-à-dire qu'on est parfois obligé d'expliquer aux plus jeunes que tenir la porte à quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, n'est pas un signe de faiblesse. Or, en fait, je pense que malheureusement, c'est assez souvent considéré comme un signe de faiblesse. Le tout signe de politesse ou d'attention particulière aux autres, nous mettrait dans le camp des victimes. Et je pense que c'est important de dire que non, c'est plutôt un signe un signe d'une force, en tout cas de force morale. Et moi, j'avoue qu'en tant que femme, je trouve pas du tout désagréable de ne pas qu'on me tienne la porte, même si je me considère comme féministe, mais peut-être pas comme féministe, comme d'autres l'imaginent. Je pense qu'en tant que femme, on peut revendiquer le fait d'être une belle moitié de l'humanité. N'est-ce pas ? Exactement, il n'y a pas un concours de celui qui est le meilleur, chacun a ses qualités, ses défauts, et c'est très bien comme ça. Et d'ailleurs, comme le disait le professeur, nous sommes complémentaires, et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que vous diriez dans l'éducation des enfants, que diriez-vous à nos auditeurs de l'essentiel ? À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait garder ? On a parlé de beaucoup de règles, certaines sont plus ou moins appliquées, certaines sont plus ou moins importantes. Pour vous, où est l'essentiel dans la transmission de l'attention, de la politesse comme attention à l'autre ? Vous auriez 2-3 éléments à donner Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est faire plaisir à l'autre, mettre à l'aise l'autre, essayer d'enseigner ça aux enfants par des choses comme partager ses jouets ou partager son repas, leur montrer aussi des exemples de charité, tout simplement en donnant quelques pièces à un sans-abri dans la rue, leur montrer ce genre de choses, leur dire que n'importe qui a droit à un bonjour, à un au revoir,
Les choses évidentes comme ça, s'il vous plaît, merci. Leur expliquer un petit peu pourquoi on vous voit certaines personnes, pourquoi on peut en tutoyer d'autres. Oui, ça c'est vrai. Oui, je pense que c'est important c'est important. Ouais. Et voilà, après, je ne saurais pas trop vous dire, comme je n'ai pas encore d'enfant et que... Alors, avec ma grande expérience, avec une expérience de mère de famille, je dirais qu'en fait, c'est les choses assez simples, effectivement, des mots du quotidien, d'attention à l'autre. Et là où on voit qu'on a à peu près réussi, je ne sais pas si on peut dire qu'on a réussi une éducation, mais en tout cas, on a des bonnes pistes, c'est quand on trouve ses propres enfants odieux à la maison et qu'en fait, on a des retours comme quoi, à l'extérieur, ils ne se comportent pas si mal que ça. et que les personnes chez qui ils sont reçus apprécient qu'ils disent merci pour le déjeuner ou... Oui. Bonjour madame, merci pour le déjeuner, au revoir. Voilà. Je pense que c'est toujours bien de leur apprendre à comment se comporter quand ils sont reçus chez des amis ou quand ils reçoivent leurs amis chez eux. Un petit peu leur apprendre de façon ludique à tenir un futur rôle de maître ou de maîtresse de maison et dire tu vois, c'est bien de prendre le manteau de ton copain, de ta copine, ça va lui faire plaisir, il se sentira bien accueilli dès le départ, ce genre de choses. Très bien. Voilà, je crois qu'on va rester sur ces quelques mots et on va passer à nos coups de cœur. Bérangère, quel coup de cœur souhaitez-vous proposer à nos auditeurs aujourd'hui ? Alors, je voulais vous parler de 2 sujets qui sont assez peu abordés, c'est-à-dire la féminité et la décence, notamment en matière de tenue vestimentaire. Et pour vous parler de ces sujets, j'ai choisi le petit livre « La féminité, moyen d'apostolat, réflexion sur la décence et la tenue vestimentaire catholique » de Thérèse du blog Femme à part, car c'est un petit livre qui est très intéressant et pratique. Je dis petit parce qu'il est assez court, donc comme ça ne découragera personne. Et c'est un ouvrage qui vous permettra de réfléchir sur le sujet de la féminité, sur le rôle de la femme aussi, et sur un sujet qui est très rare, dont on entend vraiment rarement parler, qui est celui de la décence vestimentaire, grâce d'ailleurs à de nombreuses citations religieuses ou non. En fait, l'idée, c'est que la femme, au travers de la manière dont elle se vêt et elle se tient, montre ce qu'elle est à l'intérieur. Donc en fait, c'est peut-être le reflet, l'extérieur reflet de l'intérieur. Oui, c'est important que les deux soient en concordance. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé vous lire un petit extrait si je vous en prie. Alors, le vêtement permet de protéger l'être humain qui, ainsi couvert, sera considéré comme un tout, corps et âme, et ne sera pas réduit à son corps ou à certaines parties de son corps. Le fait d'être habillé lui donne une certaine protection face aux désirs désordonnés de la nature humaine. À l'heure actuelle, des mots tels que pudeur, modestie ou décence n'ont presque plus aucun sens. Tout devient relatif ou tourné en dérision, car la société s'éloigne de Dieu et perd tous ses repères. On associe ces mots à coincé, ennuyeux, austère. Pourtant, ils sont tout à fait l'opposé de cela, comme nous allons le voir dans ce chapitre. En effet, lorsque l'on comprend vraiment ce que sont la décence et la modestie, on réalise que c'est là que réside la vraie liberté de la femme, sa complète dignité, le véritable rayonnement de sa vertu. Eh bien voilà, une belle citation qui peut inciter nos auditeurs à aller plus loin. Alors, de mon côté, j'ai très envie de vous parler d'une exposition de peinture que j'ai vue récemment. La Galerie Guillaume propose en effet des œuvres d'Augustin Frison-Roche. Les peintures d'Augustin Frison-Roche nous emportent dans une nature mystérieuse et sauvage. Les animaux surgissent sur des fonds d'or, des jardins de rêve nous invitent à la contemplation. Si l'occasion se présente à vous, n'hésitez pas à vous rendre 32 rue de Penthièvre dans le 8e arrondissement de Paris, à la Galerie Guillaume, vous ne le regretterez pas. Vraiment une
un beau moment de contemplation des œuvres de cet artiste. J'ai d'ailleurs, vous trouverez sur la page de l'émission, sur le site de Radio Courtoisie, un ouvrage qui a été réalisé, qui comporte de très jolis textes et des reproductions des œuvres d'Augustin Frison-Roche. Notre émission se termine sur ces belles images et sur tous ces mots que nous avons vus aujourd'hui. Je remercie Bérangère de Montbois d'être venue partager ce moment avec nous. Merci à vous. Merci aussi à notre réalisateur. Chers auditeurs, nous vous retrouverons jeudi 26 mai, jour de l'Ascension, pour notre prochaine émission, au mois prochain. Vous venez d'entendre Culture et Éducation dirigée par Sophie Ruberti, diffusée en direct sur Radio Courtoisie jeudi 28 avril 2022 de 10h30 à 11h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.